Bonjour à tous et merci de cette invitation. Merci en particulier à Thérèse Lebrun. C'est vous qui m'avez adressé la première invitation et c'est vrai que ça m'avait suscité beaucoup de curiosité parce que j'avais senti un enthousiasme débordant de votre part par rapport à ce projet. Et c'est vrai qu'en simplement regardant le décor, je comprends en partie voilà, c'est enthousiasme que vous m'avez transmis. Et donc, merci de m'associer à cette réflexion où ce n'est pas seulement la beauté du lieu, mais je pense la beauté du projet qui est liée. Alors, sur cette question de la fragilité, j'ai trouvé que le titre que vous avez donné à cette rencontre, la fragilité comme source d'intelligence collective, m'a tout de suite parlé. Et voilà, et j'ai trouvé en premier, je dirais, intéressant de constater que ce terme de fragilité aujourd'hui et depuis pas très longtemps en fait, mais apparaît de manière récurrente donc dans beaucoup de colloques, dans beaucoup de rencontres. Pour vous dire, demain, je peux pas rester aujourd'hui toute la journée parce que je dois me rendre à Cluny, où demain, il y a une rencontre d'un mouvement qui s'appelle Esprit Civique. Et en fait, c'est avec des élus. Et en fait, ils ont mis aussi cette question de la fragilité exprimée par le terme de limite au centre de leur réflexion. Donc, pour moi, la première chose, je dirais que ça m'interpelle, c'est que le fait que la fragilité aujourd'hui apparaisse comme une référence et comme un mot qui revient souvent dans les débats, dans les rencontres, dans les échanges, dit à mon avis quelque chose de nouveau parce que très souvent, ce n'est pas la fragilité comme un problème à résoudre, comme un manque à combler, mais c'est la fragilité comme source de quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça renvoie très vite à quelque chose qui est de l'ordre d'une humanité nouvelle. Alors, les interventions précédentes ont beaucoup souligné ce lien entre fragilité et conditions humaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle tellement de fragilité, il y a quelque chose de nouveau sur l'humain qui est en train d'être dit. Donc, à partir de là, je voudrais, alors c'est vrai que j'avais dit que je voulais partir d'une approche plus philosophique. Mais vous faites comme vous voulez. Oui, mais vous m'aviez dit, mais il faut aussi du concret. Donc du coup, voilà, j'ai pensé pour cette réflexion à partager, d'évoquer 3 échos à ce titre que vous avez donné, la fragilité comme source d'intelligence collective. Et 3 résonances et 2 niveaux différents. Une première résonance, pour moi, à titre personnel. On l'a dit, Hugues Sibyl le disait au début, nous sommes tous fragiles, il faut partir de cette idée. Donc, j'ai dit, ce que je veux surtout dire, c'est que la fragilité, avant tout, touche quelque chose de profondément humain. C'est bien que je commence par dire pourquoi moi, je me sens personnellement touchée par cette expérience de la fragilité. Donc, un premier écho à partir d'une expérience personnelle, un deuxième écho à partir dans l'autre extrême, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre de la théorie économique. Le frère Simon a beaucoup parlé de l'économie et moi, je viens d'une formation en économie et en économie, on parle, en théorie économique, on parle jamais de fragilité. Et je voudrais dire comment aujourd'hui, cette fragilité, à mon avis, permet des ouvertures, même au niveau de la théorie économique. Et puis, enfin, quelques exemples très concrets de comment cette fragilité se voit aujourd'hui dans des dimensions différentes et dans des lieux différents et produire de l'intelligence collective. Alors, donc, premier niveau, donc, un petit écho à partir d'une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, c'est l'expérience d'étranger.
Vous l'entendez dans mon accent, je ne suis pas française. Et tout à l'heure, Jean-Pierre Delevoye parlait beaucoup de la différence et de la différence qui est source d'enrichissement mutuel. Bon, l'expérience de l'étranger, c'est avant tout cette expérience profonde de la différence. Alors, je voulais juste évoquer trois choses que j'ai vécues en tant qu'étrangère et qui, pour moi, avant tout, ont été des expériences de fragilité, mais qui m'ont fait découvrir quelque chose de nouveau. Alors, la première chose liée à cette expérience des tranchées, et quand je parle d'expérience des tranchées, ce n'est pas l'expérience du touriste, mais l'expérience de quelqu'un qui arrive dans un pays et qui, voilà, dans un séjour de longue durée. Donc, du coup, tout ce que ça suppose d'apprendre, parce qu'il faut apprendre à vivre de nouveau, presque. Et donc, voilà, trois expériences de fragilité liées à cette expérience de l'étranger. La première, c'est la solitude. Et quand on arrive à un lieu où on ne connaît personne, et donc voilà, on fait cette expérience radicale de solitude. Et cette expérience de solitude, pour moi, a été l'occasion de faire ce que je appellerais des rencontres improbables. Et des rencontres improbables parce que, justement, je me suis rendu compte après et que le fait d'être étranger, donc d'être dans un lieu où je ne connaissais personne, et je me suis rapprochée en premier des personnes que je ne connaissais pas, mais d'une certaine manière, qu'on partageait une même fragilité. Je suis venue comme étudiante, donc j'étais à l'université, et je parlais encore pire qu'aujourd'hui le français. Et donc, évidemment, les Français n'avaient pas la patience de m'écouter. Je me rapprochais des étrangers. Donc, les étrangers, on se retrouvait entre nous. Et on avait une fragilité commune. Et en fait, après coup, j'ai réalisé que ces personnes de qui je suis devenue amie, en fait, c'était des personnes très différentes à moi, des personnes que je n'aurais jamais choisies comme amies dans mon pays, parce qu'ils avaient des choix politiques ou des choix de vie qui étaient presque, je dirais, à l'opposé des miens. Et pourtant, on s'était retrouvés dans quelque chose qui était une expérience de fragilité commune et qui nous a permis de partager quelque chose de fondamental de la vie. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai dit, voilà, on est souvent très collé à une étiquette soi-même et on la colle aux autres. Et la fragilité, c'est une manière de déconstruire les étiquettes et de retrouver à un niveau différent que celui de simplement le partage des étiquettes. Donc voilà, première expérience de fragilité qui a suscité pour moi quelque chose de nouveau. La deuxième expérience de fragilité liée à cette expérience de l'étranger, c'est le fait de se retrouver dans un lieu où on n'a pas aucune appartenance historique commune. Et vous savez, ici, en France, quand vous retrouvez quelqu'un, le simple fait même si vous ne le connaissez pas, mais qu'il vous dit « je viens de Lille » ou « je viens de Paris » ou « je viens de Montpellier », déjà vous avez une idée dans la tête, une représentation par le lieu d'origine de cette personne. Ou s'il vous dit le lieu où il a étudié ou la famille de laquelle elle vient, voilà, même si vous ne connaissez pas la personne, il y a une référence commune qui permet déjà de savoir ou de penser qu'on sait quelque chose de la personne. Moi, je venais, pour les Français, de nulle part. Et je n'avais voilà, aucune histoire commune. Et en fait, pour moi, ça a été une expérience profonde de liberté. Et c'est difficile d'être dans un lieu où justement on est vraiment une espèce d'ovni parce qu'on vient de nulle part. Mais du coup, on est en dehors du moule. Et donc, le fait d'être en dehors du moule, ça fait que moi-même, je me sens plus libre que dans un lieu où justement on a beaucoup de références communes. Et puis, je me suis rendu compte qu'au niveau des relations, c'est une expérience très intéressante parce que le fait que je sois en dehors du moule, parfois ça permettait et ça donnait la possibilité à d'autres à des confidences et à une liberté que je pense que les gens n'avaient pas ou n'auraient pas avec des gens qui sont du même moule, en fait. Donc voilà.
Et cette expérience de manque d'une appartenance et d'une histoire commune et qui peut être une expérience de liberté. Et puis, la dernière chose par rapport à cette expérience d'étranger, c'est alors quelque chose qui a été très dur à vivre au début, et même si je le garde toujours, que c'est mon accent. Et vous savez, quand je suis arrivée, à un moment, évidemment, mon accent faisait qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, la première question qu'on me posait, c'est d'où vous venez? Et en fait, vous savez, c'est intéressant parce que ça veut dire une curiosité, une ouverture de celui qui me rencontre, de savoir d'où je viens. Mais quand on s'entend poser cette question à longueur de journée, d'où tu viens, d'où tu viens, d'où tu viens, on se sent en permanence qu'on est d'ailleurs. On se sent en permanence qu'on est en train de nous renvoyer cette idée, tu n'es pas d'ici, tu es d'ailleurs. Et donc, à un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je perde mon accent parce que, voilà, c'était très lourd. Et même, j'avais demandé à une amie prof de lettres qui m'avait donné des exercices que je n'ai jamais eu la patience de faire. Et donc, du coup, je garde toujours mon accent. Mais j'ai découvert après que l'accent, en fait, donnait comme une couleur différente aux mots. Et qu'il y avait des mots parfois qu'en les disant avec accent, étaient entendus de manière différente. Et donc, du coup, voilà, cette expérience qui était avant tout négative a révélé en fait quelque chose de positif. Les mots ne sont pas seulement le contenu de ces mots, mais c'est aussi la musique qui les accompagne. Et voilà, et à travers la musique, on transmet aussi quelque chose. Donc voilà, ça c'était... Alors, juste pour finir avec ce premier aspect, qui est plus une expérience de fragilité personnelle, et pour faire le lien avec cette idée d'intelligence collective, parce que j'ai dit un peu ce que ça m'a permis de découvrir de nouveau. Et pourquoi de l'intelligence collective? Alors, je pense aussi quelque chose au niveau de ce que cette expérience d'étrangeté m'a donné en termes d'une manière de penser particulière, où en fait se croisent deux logiques de pensée différentes. La logique de pensée, je dirais, du Nord, qui est une logique plutôt cartésienne, qui va séparer, ordonner, classer. C'est la logique voilà, qu'on connaît très bien en France. Donc, 3 points, introduction, développement et conclusion. Et la logique de pensée du Sud, je dirais, de manière plus générale, qui est une pensée du récit. C'est une pensée un peu circulaire. Pour dire les choses, on va raconter. Et c'est en racontant qu'on va arriver à l'essentiel. Et je pense que ces deux manières de penser la réalité, d'une certaine manière, sont à l'intérieur de moi-même et que voilà, cette différence de pensée a produit en moi une logique de pensée propre qui est la mienne. Et donc voilà, et ce qu'on entendait aujourd'hui, comment la différence peut être source de richesse. Et pour moi, ça, c'est de l'intelligence collective. Parce que ces pensées, je les ai reçues, voilà, des peuples, des populations, des histoires, des traditions différentes. Donc, c'est pour moi aussi de l'intelligence collective nouvelle. Donc, voilà pour le premier point. Deuxième niveau, pour faire écho à cette fragilité qui est source d'intelligence collective, et là, je change complètement de registre, et donc je passe à l'économie, mais à la théorie économique. Et comme je disais, l'économie, la théorie économique, surtout la théorie économique, ce qu'on appelle un peu le paradigme dominant, donc la théorie néoclassique, ne parle jamais de fragilité. Et elle est centrée sur des mots qui justement disent, pour reprendre le mot du frère Samuel, de la toute-puissance. Voilà, on peut donner réponse à tout. Et quelque part, l'économie se présente souvent comme cette sorte de pensée unique qui peut donner réponse à tout. Et je pense qu'aujourd'hui, l'économie, à travers la rencontre et le dialogue avec d'autres disciplines, à travers le travail interdisciplinaire, et justement découvre, je dirais, un peu la source et la fécondité de cette fragilité qu'elle voyait uniquement comme un problème à résoudre. Alors, 3 mots qui, à mon avis, justement, illustre un peu ce déplacement que je pense est en train de vivre la théorie économique.
Premièrement, que c'est un mot clé pour la théorie économique, c'est l'idée de complétude. En fait, on part de l'idée que ce qu'on appelle souvent l'homo economicus, donc l'agent économique, est quelqu'un qui a une rationalité parfaite, qui a, comme disent les économistes, une capacité cognitive illimitée. Il peut avoir toute l'information nécessaire, il peut la gérer et prendre le choix, le meilleur pour lui. Donc voilà, c'est un type parfait qui n'a besoin de personne. Et donc c'est ça un peu l'idée de l'humain qui est sous-jacente à la théorie économique néoclassique. Et en fait, l'incomplétude pour cette théorie, c'est justement un manque de complétude. Quand on parle d'incomplétude, quelqu'un qui n'a pas toute l'information, on parle d'asymétrie d'information, c'est un manque de complétude. Eh bien, je pense que là, aujourd'hui, il y a des théories économiques qui ont vu qu'en fait, l'incomplétude en économie permettait de faire place à quelque chose qui est absente incroyablement dans la théorie économique, que c'est la relation. Ce qui est au centre de la théorie économique, c'est le rapport entre l'homme et l'objet. C'est l'objet qui est au centre. Et le fait qu'on se pense avec des êtres qui sont incomplets et que donc chacun, pour faire ses choix, a besoin des autres, donc ce qui va être mis au centre, ce n'est pas tellement l'objet, mais c'est la relation. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, cette découverte, d'une certaine manière, que fait l'économie de l'incomplétude, l'incomplétude ouvre à cette possibilité de mettre la relation au centre de la logique économique. Et alors, juste pour évoquer, pour ceux qui s'intéressent un peu à la théorie économique, quelqu'un qui, à mon avis, aujourd'hui introduit ça de manière, je trouve, très intéressante, c'est un économiste qui s'appelle André Orléans, qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'Empire de la valeur. Et justement, il va parler de la valeur économique comme d'une valeur relationnelle. Et voilà, et ça, c'est nouveau pour l'économie. Et c'est grâce justement à partir du fait que l'homme économique, en fait, c'est un être incomplet. Deuxième mot qui est au centre de la théorie économique et qui dit d'une certaine manière aussi la toute-puissance, c'est le mot d'équilibre. En fait, la théorie, ce qu'on appelle le paradigme dominant en économie, c'est la théorie de l'équilibre général. Voilà, la visée de l'économie, c'est justement arriver à des situations d'équilibre. L'équilibre en économie, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que l'offre soit égale à la demande. Donc voilà, la visée, c'est l'équilibre. Et donc, si on est en situation de déséquilibre, ce qu'on va essayer, c'est de retrouver l'équilibre. Pour cette théorie économique, le déséquilibre, c'est l'absence d'équilibre. Eh bien, là, je pense qu'aujourd'hui, aussi, la théorie économique est en train de faire aussi l'expérience d'un déséquilibre qui ouvre à quelque chose de nouveau, à une nouvelle manière de penser la logique économique. Le déséquilibre qui permet de faire place, par exemple, à des logiques de coopération et pas seulement de concurrence, aussi à des logiques de pouvoir. Et quand on est uniquement dans ce qu'on appelle la concurrence parfaite, il n'y a pas la place non plus pour penser des relations de pouvoir. Et donc, voilà, l'idée de déséquilibre permet de penser des choses qui étaient complètement impensées par la théorie économique. Et ça met au centre une notion qu'aujourd'hui, dans les nouvelles théories économiques, apparaît comme centrale, que c'est l'idée d'institution. Dans l'économie néoclassique, en fait, on a des individus. Même les entreprises sont des agents considérés comme des agents individuels. Et là, du fait qu'on fait place à l'institution, on ouvre à d'autres logiques qu'uniquement celle de la logique concurrentielle et de la maximisation de l'intérêt. Donc voilà la théorie qui, à travers le déséquilibre, ouvre à des logiques nouvelles. Et dernier mot qui est un peu au centre de la théorie néoclassique et que aussi c'est une autre manière de dire la toute-puissance, c'est le mot de certitude. En fait, on dit, justement dans la théorie néoclassique, on est toujours en situation de certitude ou d'incertitude probabilisable. C'est-à-dire, si jamais on ne sait pas, on a la possibilité de calculer les probabilités de qu'une chose arrive ou n'arrive pas.
Donc, vous voyez, on est toujours, et même on parle en économie, de prévision parfaite. Donc, le futur doit être anticipé, prévu de manière parfaite. Donc, on est dans un horizon de certitude. Aucune place pour l'incertitude. L'incertitude, c'est le manque de certitude. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui aussi, la théorie économique commence à faire place à cette expérience de incertitude et à montrer que l'incertitude permet d'ouvrir à quelque chose au radicalement nouveau, à ce qui n'était pas prévu, à ce qui ne pouvait pas être anticipé. Quand on est dans un horizon de certitude ou même d'incertitude probabilisable, en fait, il n'y a aucune nouveauté possible. Nouveauté dans le sens radical du terme. Et donc, quand on ouvre l'espace à l'incertitude, on ouvre l'horizon à ce qui n'est pas prévu ou anticipé, là, on donne la possibilité à l'émergence du radicalement nouveau. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'économie, je dirais, grâce à cette place à l'incertitude, je suis à combien? Tu vas très bien? Je vais bientôt finir. Prenez votre temps, oui, je regardais juste l'heure. Le fait de faire place à l'incertitude permet, je dirais, de passer, et là je reprends les mots d'une philosophe, que c'est Hannah Arendt, vous savez, qui fait la différence entre la fabrication et la création. Et elle dit la fabrication, c'est construire quelque chose qu'on a planifié d'avance. C'est le travail des ingénieurs. On planifie et puis on exécute. La création, elle dit, c'est autre chose. La création, c'est beaucoup plus de l'ordre du bricolage. La création, c'est justement quand on se met à construire, mais on ne sait pas quel est le résultat qu'on va produire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la théorie économique, du fait qu'elle fait place justement un peu à ces situations d'incertitude, de déséquilibre, d'incomplétude, commence peut-être doucement à passer d'une logique qui était uniquement dans la fabrication à celle de la création. Donc voilà, si vous voulez, une manière, à travers la théorie économique, de dire comment la fragilité, parce que là, incomplétude, incertitude et déséquilibre sont des fragilités, comment ces fragilités ouvrent des nouveaux possibles, et je pense que là, on pourrait dire aussi des intelligences nouvelles en termes de logique économique. Et puis, je finis le troisième niveau avec quelques exemples plus concrets par rapport à ces fragilités qui produisent de nouvelles formes d'intelligence. Alors, encore une fois, trois domaines, des exemples très différents. Le premier, quand je voyais ces deux mots associés, fragilité et intelligence, la première expérience qui m'est venue à la tête, c'est en fait une expérience que je suis en train de faire maintenant dans le cadre de l'université. Et c'est un travail de recherche pour faire une méthode pour évaluer l'utilité sociale et de l'Arche. On est en train de travailler avec l'Arche. L'Arche, vous savez, c'est une association créée par Jean Vanier qui accueille sous forme de vie communautaire des personnes avec handicap mental. Et là, justement, quand on parle de handicap mental, on est justement dans des gens qu'en général, on dit ne sont pas intelligents, justement. Et d'une certaine manière, je pense que l'Arche, ce qui donne à voir, c'est une autre forme d'intelligence. Alors, je voulais juste donner un exemple des choses qui étaient apparues dans ce travail d'évaluation de l'utilité sociale de l'Arche, pour montrer comment la fragilité était source de quelque chose de nouveau et que je pense on n'attendait pas, en tout cas moi, à le trouver dans une association comme celle-là. Et on a vu que l'une des choses que cette fragilité a produit dans les communautés de l'Arche, c'est tout un modèle de gouvernance et beaucoup plus démocratique, je dirais, que celui qu'on trouve dans les associations les plus démocratiques. Parce que justement, du fait qu'on a cette fragilité de base,
pour vivre ensemble, pour gérer ensemble une communauté. Et avec l'idée de faire participer tout le monde, on s'est rendu compte que pour prendre les décisions, ça ne suffisait pas de faire voter tout le monde. On ne peut pas demander à des personnes avec handicap mental de voter. Et donc, ils ont mis en place tout un système de discernement qui se fait par des rencontres interindividuelles et puis groupales, où les décisions se prennent progressivement à travers toute cette procédure des rencontres. Et donc, du coup, une forme de gouvernance que, pour moi, est beaucoup plus démocratique que le simple fait de dire tout le monde et toutes les personnes ont droit à la décision. Et donc, voilà, vous voyez, c'est ça, moi, je trouve que là, c'est le fait de partir d'une fragilité, de prendre au sérieux cette fragilité a conduit à inventer une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle manière de gérer ensemble une communauté. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que je voulais évoquer de manière très générale, c'est tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et ce secteur de l'économie sociale et solidaire, parce que je pense que là aussi, évidemment, à l'origine de toutes ces pratiques très différentes de l'économie sociale et solidaire, il y a de la fragilité. À chaque fois, on voit à l'origine une fragilité qui a provoqué la mise en place de ces pratiques. Le commerce équitable part de la fragilité des petits producteurs du Sud qui n'accèdent pas au marché international. Le microcrédit part de la fragilité des personnes qui n'accèdent pas au crédit bancaire. L'insertion par l'activité économique part de la fragilité des personnes qui sont éloignées du marché du travail, qui n'accèdent pas au marché du travail. Donc, à l'origine, il y a toujours une fragilité. Et ce que, à mon avis, c'est intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est que ces fragilités, justement, ne sont pas la manière dont on a répondu. Ce n'est pas des réponses qui sont dans la logique de la réparation. Et on n'a pas réparé ces manques, on n'a pas comblé ces manques. On a inventé une autre manière de faire ensemble. Et cette autre manière de faire ensemble, cette autre manière de faire de l'économie, pour moi, a mis au centre, et justement dans la chaire économique, quelque chose que le frère Samuel a beaucoup souligné tout à l'heure, que c'était cette expérience d'interdépendance. Pourquoi ? Parce que dans l'économie, on part sur l'idée qu'on est indépendant, qu'on a des besoins, des préférences, et que justement le marché va permettre à chacun de satisfaire et de maximiser son intérêt. L'économie sociale et solidaire, à travers toute cette pratique, a montré en fait qu'on a tout intérêt justement à se penser pas comme des êtres indépendants et autosuffisants, mais comme en interdépendance. Et il a montré par exemple comment, justement, dans le commerce, par exemple, dans le commerce équitable, consommateurs et producteurs, en fait, ont à gagner chacun si chacun introduit dans son choix l'intérêt de l'autre. Et le consommateur, celui qui consomme des produits du commerce équitable, justement, prend en compte dans son choix de consommation l'intérêt de celui qui a produit le bien. Et donc, vous voyez, la consommation n'est plus une manière de satisfaire son intérêt. La consommation, c'est une manière de construire la société. À travers l'acte de consommation, le choix de consommation, je dirais même, c'est un choix politique. C'est une manière de contribuer à construire la société, parce que ça a un effet sur les autres. Bien, je pense qu'on pourrait dire la même chose de toutes ces pratiques qui sont à la base de l'économie sociale et solidaire. Et je pense voilà, que ça dit quelque chose de révolutionnaire en termes économiques. Et ça dit justement que l'économie, ce n'est pas tellement une manière de satisfaire des besoins, ce n'est pas tellement des activités qui produisent des biens et des services nécessaires à la vie, que l'économie, c'est une manière de construire la société. Que la finalité première de l'économie, c'est celle d'être un médiateur social. Parce que l'économie, c'est le moyen aujourd'hui dominant dans nos sociétés d'établir des relations les uns avec les autres. Et cette dimension relationnelle de l'économie, cette richesse relationnelle de l'économie, on ne la prend pas en compte. Ce que l'économie sociale et solidaire nous dit,
là, il y a une richesse qui est propre à la nature économique. Et je finis avec le dernier exemple, très rapide. C'était encore un autre domaine énorme, celui du développement durable et le rapport à la nature. Vous voyez, la nature aujourd'hui, quand on prend conscience qu'elle est fragile, qu'elle s'épuise, qu'elle se dégrade, oblige justement à penser un autre rapport avec elle. Et je pense que face à cette fragilité, on voit d'un côté ceux qui vont dire voilà, la technique a toujours trouvé des réponses à la solution, donc on va finir par trouver une solution. Donc on est là dans une approche, je dirais, instrumentale de la nature. Cette fragilité ne produit rien de nouveau, simplement, voilà, on va mettre en place des instruments nouveaux. De l'autre côté, on voit ceux qui disent « Ah, alors là, la nature devient quelque chose de très important et donc qui vont jusqu'à une certaine sacralisation de la nature. Et donc, conduisant parfois à des choses un peu extrêmes en termes de dire, voilà, il faut produire moins, il faut consommer moins, il faut tout faire moins pour justement donner place à cette nature qui aujourd'hui devient un peu parfois comme divinisée. Et je pense qu'entre ces deux extrêmes, entre ces deux postures extrêmes, face à la fragilité de la nature, celle de l'instrumentalisation et celle de la sacralisation, il y a aujourd'hui la place pour penser un autre type de rapport. Un rapport que je dirais, et pour reprendre encore un terme qu'a utilisé le frère Samuel, un rapport qui serait de l'ordre de l'alliance avec la nature. Un rapport où justement on reconnaît que la nature est fragile, qu'elle a quelque chose à nous donner, mais quelque chose aussi à recevoir de nous, qu'elle a son rythme, qu'elle a ses besoins, et que donc, voilà, et comment établir une relation avec elle qui justement conduit à penser des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de se déplacer, donc une nouvelle manière de vivre ensemble. Donc voilà, c'est encore un domaine énorme, mais où je pense aujourd'hui comme humanité, parce que là c'est une expérience au niveau planétaire, on est quelque part invité aussi à penser comment la fragilité peut être source d'intelligence collective. Merci beaucoup.